France dans tous ses états, le fait du jour. Pour son dernier 14 juillet, Emmanuel Macron veut faire les choses en grand. 10 000 soldats défileront sur les Champs-Élysées. Les 37 pays de la coalition des volontaires ont été invités à participer aux côtés de l'Ukraine. Pour la première fois, les avions seront aussi équipés de munitions. Bref, une démonstration de force et de cohésion européenne, mais une cohésion fragilisée par l'abandon hier du projet d'avion de combat nouvelle génération franco-allemand. Berlin ne signera pas. On en parle avec le colonel Pierre de Jong, vice-président de l'Institut Thémis. Bonjour. Bonjour. Bonjour colonel, bonjour. Mes respects, formule d'usage. Et en plus, vos respects, ils sont sincères. Non, vous êtes mon supérieur hiérarchique, je n'étais que première classe dans l'armée. On est propriétaire de notre grade, ça tombe bien. Tout à fait. Colonel, l'actualité va très vite. Il y a évidemment le conflit au Proche-Orient avec le détroit d'Ormuz qui reste bloqué, la partie de cache-cache entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Le président de la République a l'air de se fâcher. Puis nous avons un président de la République française qui continue à nous donner l'impression qu'il contrôle la situation et qu'il est à la tête la glorieuse armée française, comme on l'envoyait défiler dans les années 30, en disant que c'était la meilleure armée du monde. Effectivement, deux thématiques. Avec quoi peut-on faire peur le 14 juillet? C'est toujours l'occasion de faire une démonstration. Et surtout, l'actualité chaude. Décryptez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Allemands ont abandonné le projet SCAF? Combien ça va nous coûter? Et pourquoi le président de la République s'est écrasé? Alors d'abord, le 14 juillet, très rapidement, en fait, le problème, c'est que c'est une démonstration, je dirais, d'unité. C'est le dernier 14 juillet du président de la République. Donc, il a besoin de démontrer qu'il a travaillé pendant 10 ans. Et c'est vrai que, en finale, il va essayer de montrer sur les Champs-Élysées, je dirais, encore une fois, un modèle européen qui est totalement évanescent, totalement en création. Et la meilleure preuve, deuxième partie de votre question, c'est le SCAF. La fin du SCAF, la fin de la coopération entre l'Allemagne et la France sur l'avion de combat du futur, est enterré depuis hier, et ça a été enterré non pas par le président Macron, mais par le chancelier allemand, qui a proposé au président Macron, en fait, d'arrêter les frais, tout simplement. Donc, en fait, l'objectif aujourd'hui, qui était de créer un avion de combat du futur, je dirais 2050, 60, etc., c'est tombé à l'eau. Il faut trouver d'autres modalités. Colonel, le conflit ukrainien a démontré que nous avions une carence en armement européen, que nous avons besoin d'avions, puisque on refilait des avions Mirage anciens pour acheter des F-35 américains. Aucune cohérence européenne. Nous avons besoin d'une force dissuasive européenne avant d'avoir la défense de l'Europe, bien entendu. Là, c'était l'occasion, c'était du contraire, le projet était en place. Combien ont été investis jusqu'à présent pour le projet? C'est assez considérable. Le projet a commencé, en gros, à l'époque de Madame Merkel, en gros, ça fait 8 ans. 3 milliards d'euros ont été dépensés pour un programme final de 100 milliards. Donc 3 milliards qui sont passés à la poubelle. Vous êtes en train de me dire, c'est ça, vous êtes en train de me dire qu'on les a, qui passent à la poubelle si le projet est abandonné. Ah oui, c'est 3 milliards qui disparaissent. Alors, pas tout à fait. Pourquoi? Parce que j'imagine que Dassault va récupérer, il y a une activité de recherche qui a été menée. Parce qu'en fait, le projet SCAF, c'est un projet qui est extrêmement complexe, dans le sens où il n'y a pas seulement un avion, mais vous avez une ergonomie, vous avez un écosystème avec des drones autour, extrêmement compliqué. C'est un très beau projet, donc, en tout cas. Ah oui, bien sûr. Militairement, qu'est-ce que vous en pensez vous-même? C'était quelque chose de valable? Sur l'aviation, vous savez, c'est comme tous les armements, ça évolue en permanence. Donc l'aviation, plus que tous les autres, pourquoi? Parce que les drones ont détrôné une partie, de la maîtrise du ciel, par les armées de l'air. Donc ils réfléchissent à de nouvelles modalités. Mais encore une fois, le problème est le suivant, c'est qu'on a besoin d'une armée de l'air. Bien évidemment, il faut maîtriser le ciel d'une façon ou d'une autre. Les missiles, les drones, en soi, ne suffisent pas. Donc cette réflexion, si vous voulez, elle s'engageait. On peut la faire avec les Allemands, avec les Européens, ça pose pas de problème. Après, le problème, c'est qu'on voit avec les Allemands quel est le sujet. C'est le problème du leadership. Les Allemands annoncent régulièrement qu'ils vont avoir l'armée la plus conventionnelle, la plus importante d'Europe. Leur budget de la défense dans les quelques mois qui viennent, 150 milliards d'euros. Nous, le nôtre, 60 milliards d'euros. Donc, vous avez déjà un décalage très important. Et ce leadership se manifeste évidemment dans les grands programmes d'armement, comme le SCAF, qui est un programme formidable. D'autant qu'il y a un point très important. Vous savez, les Européens, je rejoins votre question, et ils rêvent européens, mais ils consomment américains, à part les Français. On est bien les seuls en Europe. C'est le grand paradoxe de l'histoire. On est bien les seuls aujourd'hui, les Français, à essayer de trouver une solution, je dirais, proprement européenne. Donc, au-delà des discours politiques, lénifiants sur une Europe de la défense, etc., blablabla, la réalité, c'est quoi? Vous avez une montée en puissance des menaces, et concrètement, l'Europe n'est pas prête. Père de Jong, quel est le véritable motif? On est dans le Parlons vrai aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la vérité absolue. Quel est le véritable motif qui font que les Allemands ont abandonné le projet? Alors, il y en a quand même 3, fondamentalement. Un, techniquement parlant. L'avouable et l'inavouable. Donnez-moi l'avouable et l'inavouable. Tout ça, c'est avouable et inavouable. Oui. Le problème, c'est comme dans un couple, on s'est pas mis d'accord. On avait une espèce de contrat de mariage, mais en fait, on n'a pas réalisé. Pourquoi? Parce que, techniquement parlant, les Allemands n'ont pas de porte-avions. On a un porte-avions. Ils n'ont pas de nucléaire. On a du nucléaire. Donc déjà, il y avait une contrainte technique qui était fondamentale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
point, c'est industriel. On voit bien la compétition qu'il y avait entre Airbus, et concrètement, sur les Allemands, oui. Airbus, et les Français étaient majeurs. Et Dassault, on peut dire. Et Dassault, bien évidemment. Et quelle est la question? C'est qu'on est sur un modèle de 2 avions européens. Vous avez ce qu'on appelle l'Eurofighter, construit avec les Britanniques, BAE, et avec les Allemands, Français, avec Airbus, oui. Anciennement EADS. Aujourd'hui, on a un autre avion, le Rafale, qui est construit par les Français. Donc ce modèle, en fait, qui est en fait destructeur pour l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on est divisé, on a 2 avions et on se fight sur les appels d'offres. En fait, il fallait trouver une solution. Le problème, c'est industriellement parlant, le problème, c'est que les Allemands voulaient récupérer une partie des données que Dassault a. Alors, soyons précis. Est-ce que lorsque les Allemands considèrent qu'ils n'ont pas le leadership ou qu'ils n'ont pas la main mise sur un projet, ils laissent tomber? J'ai tout compris. Ils sont en tête ou ils n'en veulent pas? C'est exactement ça. Ils veulent le chef du monde. Ils ont moins de dettes que nous. Ils peuvent investir. Nous, on n'arrive pas à investir. On est en situation extrêmement compliquée du point de vue, je dirais, économique et financier. Donc, ils l'ont très bien compris, les Allemands. Ils l'ont toujours fait, colonel. Ils ont toujours fait, mais ils étaient en retard. Dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de la défense, ils étaient en retard. Un exemple, ils n'ont pas de sous-marin nucléaire lanceur d'engin. On en a. Donc, ils ont essayé à un moment donné de créer une joint venture, une espèce de structure dans le maritime. Ça a été refusé en son temps. On voit dans le domaine aérien, ils essayent de nous supplanter. Enfin, en tout cas, de récupérer la mise. On peut comprendre Trappier, le patron de Dassault, à qui on dit, à partir de maintenant, tes plans, tu les mets sur la table, on les partage. Mais il dit, un savoir-faire unique. La France a développé depuis le général de Gaulle un savoir-faire qui est unique. Elle veut garder son trésor de guerre. Donc on n'a pas pu s'entendre. Alors au-delà des investissements qui étaient importants, au-delà de toute une série de questions, c'est vrai qu'il fallait arrêter le problème. C'est qu'on était dans une situation totalement détestable dans laquelle on finissait par se haïr les uns les autres. Colonel Père de Jong, est-ce que je peux vous poser une question solennelle? Est-ce que l'Allemagne n'est pas restée finalement une puissance nationaliste? Alors ça c'est une très bonne question parce que c'est le 3e point que je voulais aborder, c'est la question politique. Et du point de vue politique, on n'est pas fait de la même façon, bien évidemment. On voit que les Français sont plutôt ouverts. Nous on joue. Oui, voilà. On joue franc jeu sur l'Europe et on a renoncé à beaucoup de choses parce qu'on était loin. Exactement. Jamais. Mais vous savez, vous avez un point central. C'est aujourd'hui, c'est le nucléaire, par exemple, le nucléaire civil. C'est quand même incroyable qu'on ait accepté, nous, Français, de se déclasser dans le domaine du nucléaire civil parce que les Allemands l'exigeaient. L'époque de Merkel, c'est incroyable. Donc on a une situation complètement sidérante dans laquelle, alors, au nom, encore une fois, du fait que le couple franco-allemand doit rester uni, à ce moment-là, effectivement, c'est sur nous qui baissons la garde. Mais rappelons-nous, les Allemands, il y a toujours un truc très intéressant. On dit toujours nos amis allemands. Ah ben dites-moi. Et si on dit pas les Allemands, on dit nos amis allemands, parce qu'il faut le redire, préciser. Faut le redire et le redire. Je me souviens d'une scène que j'ai revue l'autre jour, que j'ai montré à mon fils. Je passe du coq à l'âne, mais c'est la symbolique. Le général von Manstein, qui était un des plus grands militaires du Troisième Reich et un stratège exceptionnel. C'est lui qui a permis la victoire de la France, von Manstein. Enterrement en 1963 en Allemagne avec la Bundeswehr qui lui rend les hommages comme un grand dignitaire de l'armée allemande, sous prétexte qu'il n'était pas, adhérent du parti nazi. Pour autant, il avait commis des crimes de guerre. Voilà. C'est incroyable comme ces Allemands, au moment donné, lorsqu'il s'agit de retrouver leur arrogance, leur sens de la domination, leur suprématie, ils arrivent à se rassembler autour de cette idée et à dire non à l'Europe. Oui. Est-ce que ce sont vraiment des gens fiables aujourd'hui? Le général de Gaulle s'en méfie un petit peu, le général Gallois aussi, que vous avez connu de réputation. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans les Allemands aujourd'hui en 2027? Le vrai problème, c'est qu'on est déclassé. Le problème, eux ont gardé un outil industriel extrêmement performant, on l'a perdu. Sauf dans le domaine militaire, évidemment, mais on n'a plus d'industrie française. Le deuxième point, on est surendetté. Quand vous avez des investissements du niveau où on situe la France, qu'est-ce que vous voulez dire sur le marché? On peut pas investir, on est limité, on est bloqué. Le budget de la défense, on devrait monter à 5%. On va monter à 3%, 3,1% dans les mois qui viennent. Eux vont monter à 5%. Les Polonais sont à 5%. Donc le problème, aujourd'hui, vous avez une donnée fondamentale. On est dans un modèle dans lequel, on est dans un monde dans lequel la menace est fondamentale. La guerre en Ukraine nous a annoncé qu'on était entré dans un monde extrêmement complexe. On n'est pas prêt. Alors, on l'a compris, on voudrait bien le faire, mais on n'est pas prêt. On n'a pas l'industrie, on n'a pas les moyens, on n'a pas le budget. Non seulement ça, colonel, mais lorsque les Allemands nous disent arrêtez de fabriquer des panneaux photovoltaïques parce que ça concurrence les produits chinois, du coup ça nous empêche de vendre des Mercedes. Alors, on vous compensera, donc vous ne faites pas de photovoltaïque, nous continuerons à vendre de la technologie et des voitures à la Chine et puis on trouvera une solution. On n'a trouvé aucune solution. Nous avons annoncé à certains pans, certains fleurons de notre industrie pour qu'eux
puissent préserver la leur, et on n'a rien en échange. Est-ce qu'à un moment donné, le problème va être posé alors en termes politiques, de relations internationales au sein de l'Europe? Est-ce qu'il faut une Europe repensée différemment avec à 2 vitesses? L'Allemagne prend la tête de l'Europe riche, et nous devrions prendre la tête de l'Europe moins riche. Ou est-ce qu'il faut penser à une Europe, à un moment donné, ça a été évoqué, hein. Même les Allemands ont dit un jour, je me souviens du temps de Kohl, on va peut-être sortir de l'Europe, on va faire notre marché commun à nous, avec l'Autriche, la Croatie, la Roumanie. Est-ce qu'un jour on peut avoir une fracture de l'Europe parce que l'Allemagne va décider de rouler toute seule? Oui, c'est possible, d'autant qu'il y a quand même Ursula von der Leyen qui est à la manœuvre à Bruxelles. Elle fait fort, elle aussi, dans son genre. Elle est allemande, hein, donc déjà. Donc si vous voulez, vous avez les Allemands, ils sont puissants localement, mais ils sont puissants en multilatéral. Donc c'est vrai qu'il y a la machine de guerre, elle est prête. Le problème, encore une fois, ce qu'on peut reprocher, on peut pas reprocher aux Allemands d'aller vite et d'aller loin et d'avoir une vision importante. Ils bossent, ils font leur truc, ils ont pas pété leur industrie. Nous, le problème, c'est que nous, les Français, on blablate et puis on n'a pas l'outil. Alors construisons-nous tout, fabriquons l'outil, recréons quelque chose. À partir de là, on revient dans le système. On peut pas reprocher aux autres de faire des choses que nous on ne fait pas. C'est le problème des Français. On est toujours en train de blablater. Encore une fois, le président Macron peut pas lui reprocher de pas avoir été européen. Mais donc c'est pour ça que la solution ne lui appartient plus. On voit la solution appartient à son successeur. 2027, on verra qui va être élu. Et c'est lui qui déterminera les orientations de l'Europe future. On est loin du traité de l'Élysée en 1963, où Charles de Gaulle et Konrad Adenauer avaient trouvé un pacte vraiment d'équilibre, j'allais dire, et d'équité entre l'Allemagne et la France pour sauver l'Europe. On est loin de ce concept-là. On peut rêver ou non? Est-ce qu'il peut y avoir en Allemagne un leader qui émerge en disant allez, maintenant on va jouer franc jeu, on se serre les coudes, c'est l'Europe unie et on n'écrase pas le plus faible. On peut couper Père Noël, hein, il n'y a aucun et problème. Pourtant vous n'êtes pas anti-germaniste du tout. Mais pas du tout. Au contraire. Bien sûr, pas du tout. Encore une fois, je suis un Européen pur et dur. Le problème, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que concrètement, on n'est pas prêt. On va à un combat de boxe, on n'est pas prêt. Alors évidemment, on n'est pas content, on se prend des nions, etc. Mais on n'est pas prêt. C'est le cœur du sujet. Les Allemands n'y peuvent rien. Ils sont leaders, ils avancent. Les Polonais nous arrivent derrière parce que on va être pris en sandwich. La tranche de jambon, c'est nous. Parce que vous avez une tranche de pain polonaise, une tranche de pain allemande, et au milieu, la tranche de jambon, c'est nous. Donc on a un vrai sujet à traiter, et rapidement. Quelques jours après son élection, le président François Hollande prend l'avion pour aller voir justement, c'était Madame Merkel, et il se prend la foudre au décollage. Vous vous souvenez, il est obligé de revenir. Espérons que la prochaine fois, c'est nous qui apporterons la foudre aux Allemands et qu'on aura un chef d'État qui défendra les intérêts de la France par rapport j'allais dire, à cet égoïsme allemand, parce que je parle d'égoïsme. Mais il y a un point très important, encore une fois, c'est les 27 pays. Comment faire une union 27 alors qu'on n'était pas prêt? Ça a été beaucoup trop rapidement. Donc en fait, c'est cet ensemble. Merci Jacques Chirac. Oui, cet ensemble. Il avait dit, on ne ferait pas de mettre sans caser les œufs, mais finalement, ça rentre dans l'ordre. Et encore, on lâchait pas aux Turcs. Hein. Oui, alors ça, que les Américains nous encourageaient à intégrer. Bien sûr. Eux aussi, nos amis américains, qu'est-ce qu'ils nous aiment, les Allemands. Merci, colonel Perriong, d'avoir été en direct sur Sud Radio. Je vous dis à bientôt, parce que j'aurai certainement besoin de votre avis pour la suite de l'actualité. À très bientôt. Peut-on rire de tout, y compris de la mort d'une enfant de 11 ans?